Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h, jeudi 23 février. Voici les titres de l'actualité. Assainissement. Les voiries de Coltane laissent à désirer. Les riverains expriment leur désarroi face à cette situation. FESPACO. Le comité d'organisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou rassure sur les avancées de sa 28e édition au pays des hommes intègres. Vous le verrez. Et puis CAN U20, la Coupe d'Afrique des Nations des U20 qui se joue en Égypte, vient de voir les Sénégalais décrocher leur ticket pour les quarts de finale. En ouverture de cette édition d'information, la dégradation de la route de Coltane en passant par le carrefour Matego, une situation qui depuis de nombreuses années met les riverains de ce quartier en situation difficile. Après plusieurs courriers adressés aux responsables de tutelle, toujours aucune réponse. C'est un reportage de Jessica Ondjoa. Nids de poules, creux, crevasses sont devenus au fil du temps les voisins, les habitants de Koltang au PK33. Depuis Belle-Lurette, c'est le calvaire. Quand vous regardez la route, vous voyez que la voiture ne pouvait pas rentrer pour venir déposer les gens parce que la route n'est pas bien. Si l'État veut nous arranger la route, il faudrait qu'ils arrangent la route. Ça va nous arranger aussi. L'ancienne route du PK33 en allant au carrefour Matengo nécessite une visite du plan d'accélération et de la transformation selon les habitants du quartier afin de venir à bout du phénomène de dégradation. Je suis menacé de la route, la toute première route, la route de l'ancien président Léomba. Mais je me vois mal comment cette route-là va être abandonnée, vraiment. Elle est oubliée carrément, elle est oubliée. Ce sont des questions que nous nous posons. Pourquoi on n'arrive pas à la travailler pour quitter du PK12 jusqu'à Ntoum sur l'ancienne route? C'est impraticable. Que faire? On demande aux autorités que faire. À beau écrire, à beau parler. Des questions qui taraudent les esprits des uns et des autres. Une énorme difficulté, une route devenue presque impraticable. Toujours en attente de solutions palpables, la population reste néanmoins confiante de l'arrivée du goudron. La deuxième session du comité de contrôle et de surveillance des organismes de protection sociale a eu lieu hier à la salle de réunion du ministère de Santé et des Affaires sociales. Reportage signé Maya Meza. De soutenir les recommandations de la CIPRES et un véritable travail à faire sur le contrôle. Ce comité qui se tient dans le cadre de la réforme de la mission gouvernementale de la protection sociale et de la préservation du bien-être des populations a eu pour ordre du jour. On avait deux sujets. Le premier sujet, c'était donc la validation du budget de fonctionnement 2023 de la CNSS. Et le deuxième sujet, c'était le plan d'action, la validation du plan d'action de la mise en place du Fonds 4. Donc ça a été l'occasion de faire un point, également un bilan d'étape au ministre de la Santé et des Affaires sociales, donc qui est président du comité de surveillance, sur la conduite et la mise en œuvre des décisions qui ont été prises lors du comité du 20 septembre. Le comité de pilotage a noté avec satisfaction le travail abattu par l'administration provisoire de la CNSS. D'une manière globale, le comité de surveillance est satisfait de l'état d'avancement des réformes engagées au niveau de la CNSS. Comme vous le constatez, nous avons les comptes qui aujourd'hui sont positifs, qui sont assez rassurants, et nous avons une bonne visibilité sur les réformes engagées concernant la CNSS. Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a par ailleurs invité les deux caisses, CNSS et CNAPJS, à s'investir davantage dans le recouvrement, le contrôle et la lutte contre la fraude afin de garantir des prestations de qualité aux populations gabonaises. On a également un nouveau type de contrat de travail qui se généralise, ce sont les contrats de prestation.
La mission de communication et de sensibilisation sur la phase de cartographie pilote se déploie dans les 9 provinces durant l'intervalle du mois de février. Cette mission va multiplier des séances de travail et des réunions de communication et de sensibilisation avec les autorités locales, auxiliaires de commandement et les populations, comme c'est le cas dans la commune d'Oyem. Les équipes sont composées de 4 membres, à savoir un superviseur, un chef d'équipe et 2 agents cartographes. Écoutons à cet effet le chef de la mission dans le Septentrion. L'objectif ici, c'est de demander l'autorisation, d'annoncer l'arrivée des équipes qui seront certainement là la semaine prochaine pour démarrer ces activités-là et de sensibiliser les populations, les autorités locales, les auxiliaires de commandement, demander leur aide pour qu'ils nous accompagnent dans ces activités de recension. Comme je le disais, c'est la cartographie pilote qui a pour but de tester les outils, l'outil numérique que nous allons utiliser, les questionnaires, pour éviter qu'on ne soit buté lors de la cartographie censitaire. Donc on teste ces outils, on relève les difficultés qu'on pourrait rencontrer et on apporte des solutions à ces problèmes-là. Donc, puisqu'il ne s'agit que d'un test, on n'a pas besoin de travailler avec toute la population actuellement. Mais lors de la cartographie censitaire qui couvrira le territoire national, toute la population sera concernée. Nous poursuivons avec la célébration hier de la journée mondiale du scoutisme. Au Gabon, les activités en rapport avec cette journée auront lieu en fin de semaine. Mais entre-temps, notre rédaction s'est intéressée à l'aspect historique de cette journée. Regardons le reportage de Chimène Nindong. Le scoutisme de l'anglais scout signifie éclaireur est un mouvement de jeunesse mondial créé par Lord Robert Baden-Powell, un général protestant britannique à la retraite en 1907. Actuellement, le scoutisme compte plus de 40 millions de membres dans 217 pays et territoires de toutes les religions et de toutes les nationalités, représentés par plusieurs associations scouts au niveau mondial. Ce mouvement de jeunesse repose sur l'apprentissage de valeurs telles que la solidarité, l'entraide et le respect. Son but est d'aider le jeune individu à former son caractère et à construire sa personnalité tout en contribuant à son développement physique, mental et spirituel. Pour atteindre ce but, le scoutisme s'appuie sur des activités pratiques dans la nature, mais aussi des activités en intérieur destinées à un apprentissage intellectuel. Le scoutisme s'appuie sur une loi et promesse et a généralement une dimension religieuse ou spirituelle. Les membres sont appelés scouts. Le scout est connu du public par le port d'un foulard et d'une tenue plus ou moins complète. Célébrées le 22 février de chaque année, les manifestations en rapport avec la journée internationale du scoutisme auront lieu au Gabon à la fin de cette semaine. Pour rappel, jusqu'en 1969, il existait au Gabon 4 mouvements d'action catholique des jeunes, les scouts, citant entre autres Cœur Vaillant et Âme Vaillante, les CVAV, et la JEC, Jeunesse Estudiantine Chrétienne. Rencontre entre le Premier ministre et certains partis de l'opposition absentes à la concertation politique. Un tête-à-tête qui n'a pas permis à ces derniers de retourner à la table des négociations. Estelle Mbam pour plus de détails. La présence de Paulette Missombo, Albertine Maganga Moussavou, Terence Niembo Moutsono, Gérard Elangema et François Ndombian à cette audience avec le Premier ministre plusieurs jours après le début des travaux de la concertation politique a fait penser à une volonté de rejoindre la table des discussions en dépit de la non-prise en compte de leurs préalables. Pour les principaux concernés, il n'en est rien. Nous avons été dire au Premier ministre ce que nous avons déclaré dans notre communiqué, et ça de visu. Nous lui avons fait comprendre que le format qu'il avait engagé pour la concertation ne répondait pas à ceux qui avaient formulé l'appel et à ceux qui avaient écrit des mémorandums. Nous avons montré à la face du monde, et de la communauté internationale que nous n'étions pas fermés, parce que
c'est l'exploitation que le pouvoir a voulu faire de notre non-participation. Nous avons montré que nous sommes disponibles à participer. Maintenant, je pense tout simplement que c'est le gouvernement qui a fermé la porte. Mais j'espère que tout le monde est d'accord que si tu fermes la porte, l'autre aussi peut fermer la porte. Du côté de l'esplanade du ministère de la Défense nationale, les discussions se poursuivent et le délai imparti tire à sa fin. Ce qui devrait découler, sans nul doute, sur des résolutions pour des élections apaisées. Donc, en dehors de M. Malomba qui a un mémorandum, donc ces personnes discutent sur une production intellectuelle qui n'est pas leur propriété. Ils en sont capables. Ils discutent donc sur des sujets qu'ils n'ont pas initiés. Bravo, ils en sont capables, c'est bien, mais c'est le Gabon. Et je ne sais pas ce que le Gabon gagne à refuser que ceux qui ont initié, ceux qui ont fait l'appel, soient présents à une telle concertation. Sur le plan politique, l'année 2023 est une année charnière pour le Gabon, avec en perspective des élections présidentielles, législatives et locales. En dépit de leur absence à cette concertation, ces partis politiques comptent bien jouer leur partition. Certains représentants des partis politiques de l'opposition remettent en cause la crédibilité et l'impartialité de certains participants de cette concertation politique. C'était au micro d'Estelle Mvan. Il est vraiment gênant que le président demande au gouvernement de convoquer la concertation, mais nous constatons, ça c'est le Front patriotique gabonais, constate que le Premier ministre est le président de la délégation de la majorité. Mais est-ce qu'on peut être juge et parti? On peut être à la fois Premier ministre qui organise administrativement un événement et être participant. Nous sommes étonnés de constater que comme si le pouvoir ne pouvait plus rien proposer d'autre, n'avait plus d'autres personnes, de constater que le président du Sénat est membre de la délégation, le président de l'Assemblée nationale est membre de la délégation. Ce sont des choses sur lesquelles on devrait discuter parce que tout ce qui va être fait là-bas devrait suivre la voie parlementaire. Mais la voie parlementaire, ce qui va ressortir, elle va rencontrer qui? Un acteur de cet espace. Alors, nous disons, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, quand on voit sortir la liste de ceux qui participent à cette concertation, la majorité a des personnes, plus ou moins individuellement présentées, mais l'opposition a des partis. Or, pour négocier un tel dossier, il était nécessaire de passer par des personnes. L'opposition pouvait regrouper les 30 personnes, mais la majorité actuelle, le pouvoir actuel sait très bien quelle opposition nous avons. Ils savent très bien qu'ils ont construit leurs opposants, mais monsieur, madame, depuis 1993, dans ce pays, les Gabonais savent que le pouvoir en place formate et construit ses opposants. C'est un secret de polichinelle. Et puis, l'Association internationale des jeunes étudiants pour la paix a organisé une conférence débat sous le thème « La responsabilité citoyenne en période électorale ». L'objectif étant d'emmener l'étudiant à plus de responsabilités. C'était hier à la bibliothèque de l'université Omar Bongo. Chimène Nindong. La responsabilité citoyenne de l'étudiant en période électorale a été le thème au cœur des échanges. Responsabilité citoyenne de l'étudiant en période électorale. Et nous savons également que notre nation, notre pays, le Gabon, aura des élections régionales d'ici juin. Ce sont des élections importantes. Donc les étudiants étant au centre de tout, peut-être pas dans le processus tout entier, mais je pense que l'étudiant a une responsabilité dans le déroulement de tout. Œuvrant pour accompagner les jeunes dans leur développement et dans leur formation afin de devenir des leaders nationaux et internationaux, telle est la mission de l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix. Cette association, qui a organisé une conférence débat, a déjà mené pas mal d'activités. Les activités que nous avons particulièrement, nous avons l'éducation du caractère qui va dans l'accompagnement moral du caractère, de la personnalité. Et nous avons les projets de paix qui vont dans la responsabilité que le jeune a à l'encontre, à l'envers de son environnement.
Alors l'éducation du caractère, c'est un programme que nous organisons déjà dans les écoles, donc dans les écoles publiques particulièrement, parfois dans les universités. C'est vraiment adressé à toute la jeunesse de 0 à 39 ans, parce que cette jeunesse-là a besoin de se forger pour l'avenir, parce que nous sommes l'avenir. Pour rappel, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix est une organisation non gouvernementale à caractère socio-éducatif, à but non lucratif, laïque. Cap à l'international, cette fois-ci au Nigeria, les Nigérians sont appelés à se rendre aux urnes samedi pour élire le prochain président du pays le plus peuplé d'Afrique. À l'approche de ces élections, les candidats lancent un appel à la non-violence et s'engagent à accepter les résultats en signant un accord de paix à Abuja. Selon la Nigeria Civil Society Situation Room, 626 personnes ont été tuées à travers le Nigeria au cours des élections de 2019 et 106 au cours des élections précédentes. Le président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante du Nigeria, a assuré que l'organisation était prête à organiser des élections libres ce 25 février. Regardons sa réaction. La Commission s'engage à organiser des élections libres, équitables et crédibles, conformément au cadre juridique électoral et à la lettre de l'esprit de l'accord de paix. Tous les partis politiques et les candidats sont par la présente rassurés sur la neutralité de la Commission. La CENI n'est pas un parti politique. Nous n'avons pas de candidat aux élections. Notre allégeance est à la République fédérale du Nigeria et notre loyauté est au Nigeria. Cap au Burkina Faso, les organisateurs du plus grand festival du 7e art sur le continent africain, FESPACO, ont donné une conférence de presse hier à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Plusieurs points ont été évoqués pour rassurer la presse sur les avancées de cette 28e édition. Reportage de notre reporter sur place, Moussa Randé. Le comité d'organisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a tenu une conférence de presse ce mercredi 22 février à l'hôtel des villes de la capitale burkinabé. Cette conférence a été une occasion pour le PCO de présenter à la presse nationale et internationale l'état des lieux de l'évolution de l'organisation de l'édition 2023. À quelques jours de l'ouverture de la fête du 7e art africain, le délégué général rassure que les préparatifs se déroulent bien comme prévu. L'immense Serge Aimé Koulibaly et ses hommes continuent leur répétition et promettent un spectacle à la hauteur des attentes. Les centres pour l'espace d'exposition à la place de la Nation sont prêts depuis hier et on est en train d'installer l'électricité. Les centres au camp fonctionnel censés abriter les maquis des sources sont en voie de finalisation. Le siège du FESPACO, qui accueille les professionnels du cinéma, est à 90% prêt. Les différentes délégations ont confirmé leur présence et les billets d'avion ainsi que les réservations de chambres d'hôtel sont déjà effectives. Les artistes musiciens qui doivent animer les plateaux ont déjà été sélectionnés. Alex Sawadogo et son équipe saluent les efforts des autorités burkinabées pour la tenue de cette 28e édition qui intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant. À cet effet, les festivaliers sont invités à respecter les mesures sécuritaires. Nous ne doutons point que les débats que vont susciter les projections vont nous aider à trouver des solutions à la crise que nous traversons. Pour permettre aux nombreux festivaliers de passer un séjour agréable, nous prions chacun au strict respect des consignes sécuritaires qui sont édictées. La polémique autour du pays invité d'honneur n'est pas passée inaperçue au cours de cette conférence de presse. Sur cette question, le président du comité d'organisation répond sans ambiguïté concernant le choix du Mali. Vous savez déjà les liens justement qui existent entre le Mali et le Burkina. Nous partageons la même frontière, nous partageons presque la même histoire. Vous savez que sur le plan, disons, culturel, pour ne pas dire cinématographique, ils ont déjà remporté les talents d'or du Sénégal 2 fois.
Bon, je sais que le Mali, ils ont déjà trois étalons, nous avons 2, et Inch'Allah, j'espère qu'on va les rattraper un jour. Pour cette édition 2023, c'est au total 170 films et documentaires de 35 pays qui ont été retenus et repartis en 11 catégories, dont celle du long métrage pour les talents d'or de Yenenga. La 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou ouvre ses portes ce samedi 25 février sous le thème Cinéma africain et culture de la paix. Restant au Burkina Faso, avant-hier, le détachement de Tine Akof dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière avec le Mali, a été cible d'une violente attaque qui a vu une quinzaine de soldats tués selon un bilan. Un autre massacre en moins de 72 heures. Un récit de Ralph Lenyongo. Selon la première source, la riposte aérienne et terrestre de l'armée burkinabé a permis de neutraliser des dizaines de terroristes. Les opérations se poursuivent sur le terrain et sont concentrées sur la province de Loudalan, dans la zone des 3 frontières aux confins du Niger et du Mali qui connaît un regain de violence depuis quelques jours. Le pays, théâtre de 2 coups d'État militaires en 2022, est pris depuis 2015 dans une spirale de violence djihadiste apparue au Mali et au Niger quelques années auparavant et qui s'est étendue au-delà de leurs frontières. Les raids meurtriers attribués à des djihadistes se sont multipliés depuis le début de l'année au Burkina Faso. Selon des ONG, les violences y ont fait plus de 10 000 morts civils et militaires et quelques 2 millions de déplacés depuis 2015. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est donné pour objectif de reconquérir les quelques 40% du territoire burkinabé contrôlé par les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique. Mais depuis sa prise de pouvoir, les attaques attribuées à ces groupes n'ont pas diminué. Pour tenter d'enrayer cette tendance inquiétante, Ibrahim Traoré, qui a exigé le départ des forces spéciales françaises du dispositif Sabre, basé près de Ouagadougou, entend nouer de nouveaux partenariats gagnant-gagnant avec d'autres pays, dont la Russie. L'armée burkinabé est sous-équipée et il cherche à acquérir du matériel militaire auprès de n'importe quel pays prêt à lui en fournir. En sport, cette fois-ci, les Lions de la Teranga U20 engagés en Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en Égypte ont validé leur ticket pour les quarts de finale de cette compétition. Ceci après 2 succès face au Nigeria et au Mozambique. Herman Malaga, reportage. Après une courte victoire sur le Nigeria 1-0 lors de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie des moins de 20 ans en Égypte, l'équipe nationale U20 du Sénégal, amenée par Malik Daf, a récidivé cela de la plus belle des manières. Ceci en s'imposant largement lors de la 2e journée du groupe A contre le Mozambique, 3-0 ce mercredi 22 février 2023 au Stade international du Caire. Les réalisations lors de ce match sont signées d'un doublé du champion d'Afrique des Nations 2023, nouveau joueur du FC Metz et homme du match, Pape Amadou Diallo, qui a fait trembler les filets mozambicains à la 46e et 88e minute de jeu, pendant que son coéquipier Pape Demba Diala doublait la mise à la 53e minute. Score final, au terme du temps réglementaire, 3-0, malgré le pressing des poulains du coach Dario Montero durant la rencontre. Les Lionceaux de la Teranga U20 filent en quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie en Égypte, avec 6 points et leader du groupe A, avant leur dernier match de phase de groupe contre le pays hôte l'Égypte, qui pour les poulains de Malik Daf sera une formalité, même si un sans faute dans cette phase de groupe semble être la priorité. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.